La logique de l'absurde, c'est ça. C'est tout. À partir d'une erreur, la conversation se fait comme s'il n'y avait pas d'erreur. Et si l'absurde n'était qu'une vaste déception? L'immense déception d'un homme qui demande au monde ce que le monde, par définition, n'a jamais prévu de lui fournir. Et si, en ce sens, l'absurde était une question absurde? L'absurde, Julie Cloarec-Michaud, ça n'est pas une théorie, ça n'est pas un concept, ça n'est même pas un objet, c'est peut-être une chose. En tout cas, peut-être dira-t-on que l'absurde est une expérience. Qu'en pensez-vous? Je pense même que l'absurde, c'est rien d'autre qu'une expérience. C'est même la première des expériences. Julie Cloarec-Michaud est docteure en philosophie, mais aussi danseuse, comédienne et chorégraphe. La première des expériences? Pourquoi la première? Parce que rien ne peut démarrer d'une philosophie de l'absurde s'il n'y a pas ce constat et cette émergence même de l'expérience de l'absurde. Camus le dit, c'est quelque chose qui nous prend d'un seul coup au coin de la rue. N'importe quel homme, un jour, peut être pris par le constat de l'absurde. Saisi par le constat de l'absurde. Exactement. Sous une forme tragique chez Camus, sous une forme hilarante chez d'autres. C'est l'un des paradoxes attachés à l'absurde. C'est que ça renvoie au tragique de notre condition. Et dans le même temps, son spectacle nous fait rire. Mais je pense que c'est la même logique, en fait, qui fait le constat tragique de l'absurde et qui fait aussi qu'on peut faire une création absurde. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait de se marrer et le fait de gémir devant l'absurdité de notre condition. Je pense même que c'est parce qu'on a un constat de l'absurdité de notre condition que l'on en rit. Allons au cœur de cette ambivalence qui n'en est pas une, de cette souche commune de l'absurde. Elle est formulée par son maître à penser, qui n'est pas Albert Camus pour le coup, mais Raymond DeVos. Écoutez ça. Au fond, la logique de l'absurde, c'est ça. C'est tout. À partir d'une erreur, la conversation se fait comme s'il n'y avait pas d'erreur. Comme s'il y avait. Alors elle se fait logiquement, avec un certain bon sens. Par moments, on sent dans l'œil du partenaire une espèce d'inquiétude. Attendez. Moi, ce qui me plaît, c'est de la faire aller plus loin, d'aller jusqu'aux confins de la folie, si vous voulez, on en parlait tout à l'heure. Jusqu'où on peut aller dans l'erreur. Un faux départ, un malentendu, un mot qu'on prend pour un autre, et hop, le quiproquo prend les dimensions d'une vie entière. C'est l'absurde, c'est le travail de DeVos. Oui, et puis c'est surtout là, on voit bien que l'erreur est à la base de l'absurde, comme une sorte de grain de sable dans l'engrenage. Mais pour qu'il y ait un grain de sable, il faut bien qu'il y ait un engrenage. Donc il faut bien qu'il y ait une logique du rapport humain, comme il y a une logique de l'absurde, et c'est ça qui, à mon avis, est le plus intéressant. Est-ce que c'est pas absurde de parler d'une logique de l'absurde? Mais en Parce fait, que, à première vue, je dis ça parce que intuitivement, on se dit, bah voilà, ce qui est absurde est illogique pour cette raison, et c'est en général pour ça qu'on parle d'absurde. ce qui est logique n'est pas absurde. Ce qui est logique est quelque chose de fou. Mais l'absurde est logique. Et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est absurde, c'est une action qui va suivre sa propre logique, mais qui va être en inadéquation avec un cadre qui, lui aussi, a sa propre logique. En fait, c'est un peu la confrontation de deux cadres, de deux logiques, qui, à un moment, ne s'entendent pas. Et ce froissement, ce grain de sable, cette erreur, produit de l'absurde pour nous faire rire ou pour produire aussi de l'absurde comme une sorte d'incohérence ou d'incompréhension, par exemple, du monde qui nous entoure en tant qu'être humain. Est-ce que vous aimez les caramels mous? J'aime beaucoup les caramels mous. Ah, mais attendez, je vous donne un caramel mou, tenez. Alors évidemment, c'est un caramel mou dur. Ah, d'accord. Il s'appelle caramel mou, mais en vérité, il est dur. Il est un peu... Il ramollit. Il ramollit quand on le mâche. D'ailleurs, on va pas rester longtemps dessus, mais enfin quand même, je trouve qu'il me fait penser au Parti socialiste, en fait. C'est-à-dire qu'il est mou à l'intérieur et dur à l'extérieur. C'est un peu une main de velours dans un gant de fer. Vous voyez ce que je veux dire? Une armure. Un ventre mou. Ou un ventre mou, si vous voulez. C'est effectivement... Allons vers l'essentiel, c'est-à-dire Tintin. Vous voulez déposer le caramel dans l'ordurier théorique? Merci. Et voilà. Tintin. Donc, évidemment, les cigares du pharaon. Et évidemment, le professeur Cyclone.
Vous le voyez bien, je rame. C'est la première apparition du professeur Cyclone. C'est la deuxième apparition de la folie dans Tintin, en fait. Elle apparaît brièvement dans un autre album, Le Crabe aux pinces d'or. Là, on a, dans Les Cigares du Pharaon, la première apparition d'une logique folle, d'une logique de l'absurde. Philémon Cyclone est un homme, l'homme qui est en train de ramer sur une barque qui est toujours accrochée au bateau, qui n'est pas dans l'eau, sur ce canot de sauvetage qui ne sert à rien. Cet homme-là est parfaitement logique. Exactement, mais ça illustre, enfin, cette image-là illustre parfaitement l'idée de la logique de l'absurde, c'est-à-dire qu'en fait, tout est normal pour lui, il est en train de ramer, et il faut que ce soit un événement extérieur qui lui dise « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et on le voit bien ici, c'est Tintin qui est en train de lui apprendre qu'il n'est pas, du coup, sur l'eau. Et là, pour nous, spectateurs, c'est absurde. Mais pour le professeur, ça n'était pas absurde, et c'est une information supplémentaire. Et il rend grâce à la logique de Tintin, ou à son sens de l'observation. Vous êtes très observateur, jeune homme. Exactement. Il n'est pas possible que je sois en train de ramer, puisque mon canot n'est pas à l'eau. Et tout est logique, il y a absolument rien. L'effet comique n'a pas besoin d'être conscient par le personnage. C'est la situation. Précisons quand même que les cases d'avant, dans cette planche sublime, c'est vraiment un chef-d'œuvre, Les Cigares du Pharaon, on voit Philémon Cyclone qui court après un papier. C'est un papier qui contient les coordonnées du tombeau du pharaon Quichoche, etc., etc. Bien, mais ça, on ne le sait pas. Il court après ce papier va à l'eau, Tintin essaie de le rattraper, et puis évidemment, il n'y parvient pas, et il découvre ensuite qu'en réalité, le papier est toujours dans sa poche, évidemment. Oui. Mais donc, il y avait une cause au fait qu'on retrouve Philémon Cyclone en train de ramer. Mais oui, mais il y a quelque chose dans l'absurde qui, je pense, est très, très important. C'est le fait d'être... C'est sérieux, ce qui se passe et ce qui se joue est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a juste une posture de faire les choses de manière logique jusqu'au bout. C'est quelque chose de très camusien. La logique, elle est facile à avoir. Maintenant, il est difficile de la maintenir jusqu'au bout. Là, je pense qu'on a l'illustration parfaite d'un raisonnement qui va jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit aussi, vous êtes très observateur. La logique est jusqu'au bout. Prenons un exemple camusien, puisque vous aimez tant Camus et que nous avons ça en commun. Dans L'Homme révolté, il parle d'Ivan Karamazov. Ivan Karamazov, c'est quelqu'un qui refuse. Il refuse absolument de célébrer ce monde et de célébrer ce Dieu qui a besoin, pour parvenir à ses fins, d'en passer par les larmes d'un enfant. Donc c'est quelqu'un que la douleur du monde indigne tellement qu'il refuse. Il continue de croire en Dieu, mais il juge Dieu. Il se met au-dessus de lui et il le juge. Bon, c'est ce geste-là, ce geste fou. Mais quelqu'un qui se conduit de cette façon-là, quelqu'un qui pense de cette façon-là, quelqu'un qui devrait, a priori, s'abstenir lui-même de toute violence. Or, Karamazov bascule dans la rage. Et il y a une logique, dit Camus, à ce basculement de l'indignation devant les larmes d'un enfant à l'autorisation qu'il laisse de tuer son propre père. Exactement. Mais la révolte et le refus, dans Camus et dans l'absurde, il y a quand même ce moment le plus fort est le moment de bascule, le moment de maintien sur ce qui est un équilibre précaire, c'est-à-dire le refus. Là où il n'y a pas d'espoir, qui n'est pas le désespoir, mais qui est le refus de toute tentation, de tentation dans la croyance. Donc Dieu peut être mis en cause parce qu'on ne va pas basculer dans la croyance. Et le refus aussi de mettre fin à ces jours. Et là, le personnage dont vous parlez opère exactement cette posture-là, c'est-à-dire d'un refus qui, en suivant cette logique, mènera aux passions, qui est quand même quelque chose de très important chez Camus, la passion qui va être une des passions les plus fortes. Donc que l'on dise, la montagne accouche d'une souris, ou bien la souris accouche d'une montagne, oui. Dans les deux cas, on dit un truc absurde et, d'une certaine manière, un truc logique. Ah, tiens, voilà notre invité. Mais non, vous n'êtes pas notre invité. Vous êtes là depuis tout à l'heure, en fait. Je ne sais pas. Qui êtes-vous, en fait? Mais je trouve votre question complètement absurde. Christian Morel est sociologue et auteur de Décisions absurdes, 3 volumes, aux éditions Gallimard. Vous signez votre 3e livre sur les décisions absurdes. Et si j'ai bonne mémoire, vous parlez de la montagne et de la souris. Oui, effectivement. Brièvement, venez, on s'assoit. Oui. Je parle beaucoup de la montagne parce que il est intéressant de noter que les guides de haute montagne sont souvent dans des situations absurdes. Et une des raisons qui explique cette situation, c'est que, par exemple, ils sont trop copains entre eux, ils se connaissent très bien, et donc, lorsqu'ils sont en groupe pour préparer une course, ils ne vont pas oser aborder les sujets qui fâchent, parce qu'ils se connaissent trop bien, et donc, finalement, ils vont prendre, de ce fait, de mauvaises décisions. Et une des situations
les plus dangereuses, c'est quand des guides sont entre eux plutôt qu'avec des clients, parce que lorsqu'ils sont avec des clients, ils vont faire davantage attention. Alors, c'est intéressant parce que dans la perspective ouverte par Camus, l'absurde naît, et on en reparlera tout à l'heure, de la confrontation avec le réel. On demande quelque chose au monde et le monde ne nous le donne pas. Le monde nous le refuse. C'est la confrontation avec le réel qui produit l'absurde. Or, dans ce que vous décrivez, c'est le déni du réel et des dangers pour quelqu'un de non-expert qui produit la décision absurde. Oui, parce que dans les mécanismes qui conduisent les groupes à faire des choses absurdes, en fait, c'est parce qu'ils recherchent un but, ils sont éduqués, ils sont intelligents, et par des mécanismes collectifs, eh bien, ils vont faire quelque chose de stupide. Et c'est ça qui m'a intéressé. Comment des gens intelligents, et avec un haut niveau d'éducation, et qui vont collectivement aller vers l'absurde. Parce qu'il y a des mécanismes, les problèmes de langage, ils ne vont pas se comprendre, ou bien il y a le mécanisme de l'excès d'amitié dans le groupe, ou bien des malentendus. C'est par exemple l'histoire d'une famille qui décide de faire une promenade qui va se révéler complètement ennuyeuse, et ils décident ça de façon démocratique. Et au retour de cette promenade fatigante, sans intérêt, ils vont discuter entre eux et ils vont se rendre compte qu'en fait, aucun n'avait envie de faire la promenade. C'est-à-dire que les membres de la famille ont décidé démocratiquement, explicitement, de faire quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait envie de faire. Exactement comme si moi, je vous demandais quelque chose sans avoir l'impression d'abuser, mais que vous refusez parce que j'abuse en vous demandant ça, et que du coup, je retire immédiatement ma demande, mais que vous-même vous empressez d'exaucer ma demande, et le résultat, c'est que vous vous trouvez à faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû vous demander, et que moi, je retire la demande que je n'aurais pas dû formuler. Oui, et ça vient souvent du fait que on anticipe silencieusement les attentes des autres, et on n'ose pas dire soi-même ce qu'on a envie de faire. Donc c'est une communication silencieuse en fait on se trompe, c'est le malentendu. Il y a une diversion, en fait, il y a une diversion de nos propres attentions. Et a priori, des exemples que vous dites, il y a une sorte de... On perd l'attention qu'on avait au présent, à la situation présente, ou aux autres, ou à ses propres envies. Il y a une sorte de détachement de ce qui pourrait compter pour nous sur l'instant. Je ne dirais pas un détachement, je dirais une absence de communication. L'absurde collectif naît de l'absence de communication dans les groupes. Un exemple qui peut-être combine les deux définitions de l'absurde avec lesquelles nous travaillons depuis le début de cette discussion. Dans La recherche du temps perdu, la princesse de Parme est toujours flanquée de sa dame de compagnie. Et sa dame de compagnie est très très bête, c'est comme ça que le narrateur la présente. Et à un moment, elle s'émerveille que le narrateur mette des chaussures pour la neige, elle trouve que c'est un homme intelligent, et sa dame de compagnie lui dit « Mais que votre Altesse se rassure, il ne neigera plus cet hiver. » « Qu'en savez-vous » lui demande la princesse, et d'un ton absolument certain et dogmatique et d'une logique imparable, et avec une logique imparable, sa dame de compagnie lui répond « C'est absolument impossible qu'il neige de nouveau, car on a mis du sel sur les routes. » Oui. C'est pas mal ça, non? Exactement. C'est très riche, ça, hein. La météo est souvent une source d'erreurs considérables. Par exemple, lorsque la navette Challenger a été lancée, elle a explosé parce que les joints, là, hein. Voilà, et les joints étaient trop rigides à cause du froid atmosphérique. Et précédemment, il y avait eu un problème sur la navette à cause du froid atmosphérique. Il y avait eu une vague de froid qui était descendue sur la Floride, et les ingénieurs avaient dit « Mais comme en Floride il fait toujours chaud, il fait toujours beau, c'est impossible qu'il y ait des vagues de froid. » Impossible. Donc ça n'a pas eu lieu. Cette vague de froid n'existe pas, elle ne se reproduira pas, et elle s'est reproduite quelques années plus tard, et ça a entraîné l'explosion de la navette Challenger. À la suite de cette explosion, Prince, Roger Nelson, enfin le chanteur Prince, a fait une chanson célébrissime, Sign of the Times, dans laquelle il dit « C'est quand même étrange, en substance et en anglais, c'est quand même étrange de penser qu'une navette explose et que tout le monde ait encore envie de voler. » Est-ce que l'absurde n'est pas là? Je pense que l'absurde peut être... Dans la persistance d'un désir qui expose à la mort. Et d'aller chercher... Et d'aller chercher l'impossible, en tout cas, d'aller chercher... C'est exactement ce que j'allais vous proposer, voilà. D'aller chercher quelque chose qui ne serait pas là, comme si le monde était insuffisant ou pas satisfaisant. Oui, l'absurde pourrait être cela, à condition que la quête
de cet impossible suivent encore une fois une certaine forme de logique et peut-être aussi qu'ils prennent une conscience plus vaste, parce que là, avec l'exemple du sel sur les routes ou l'exemple des joints de la fusée, il y a quelque chose où on voit bien que le focus des personnes expertes, ou en tout cas qui sont censées donner des conseils, se limitait tellement que là, il y a absurdité. Là où il peut y avoir expertise, il y a absurdité dans le sens où il y a une sorte d'hyper-expertise, avec un manque de vue globale. Et l'absurde peut être aussi ça. Y a-t-il, dans les décisions absurdes que vous pointez, je dois dire que ce livre est un régal de lecture quand même. C'est un vrai plaisir de lecture parce que vous ne dites jamais quelque chose à quoi on peut s'attendre, en fait, à quoi le lecteur peut s'attendre. Y a-t-il, dans ces décisions absurdes que vous recensez, Christian Morel, une dimension, un vertige métaphysique, une angoisse métaphysique, ou est-ce que vous vous contentez d'observer des phrases, des décisions qui sont prises, que leur contexte rend absurde, ou qui sont prises en dépit du bon sens? Non, moi, ce qui m'intéressait, il y a deux sortes d'absurdes. Il y a l'absurde de la perte de sens. C'est le mythe de Sisyphe. On agit, on ne sait pas pourquoi. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand des hommes se donnent un but rationnel, et puis ils vont se comporter de telle façon qu'ils vont faire le contraire de ce qu'ils cherchent à obtenir. Et pourtant, ils sont rationnels, ils sont intelligents, ils ont un haut niveau d'éducation. Parce qu'il y a ces mécanismes de non-communication, d'erreurs sur les intentions de l'autre, de groupes trop amicales, de pression hiérarchique trop forte, etc. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'absurde très concret, qui est une forme spécifique d'absurde. L'absurde, dans ses manifestations les plus concrètes, est-il le symptôme d'un vertige métaphysique ou bien tout simplement l'occasion de bien se marrer tout en comprenant nos semblables? L'usage veut, Julie Cloarec-Michaud, que bien souvent on oppose un sens, ou la quête d'un sens, au constat de l'absurde. Comme si, au fond, l'absurde, c'était le monde dépouillé du sens qu'il avait au départ, ou rendu à un non-sens. Et on fait comme si le fait de donner un sens à sa vie était une façon de lutter contre l'absurde. Or, avec Camus et avec la figure de Caligula, on est confronté au cas de figure d'un homme qui abonde dans le sens de l'absurde en cherchant du sens, justement. Oui. Regardez ça. Ton absence a duré longtemps. On a commencé sans toi. C'était difficile à trouver. Quoi donc? Ce que je voulais. Et que voulais-tu? La lune. Quoi? Oui, je voulais la lune. Ah. Et pourquoi faire? Bien, c'est une des choses que je n'ai pas. Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé. Non. Je n'ai pas pu la voir. C'est ennuyeux. Oui. C'est pour ça que je suis fatigué. Hélicon? Oui, Caligula? Tu penses que je suis fou? Tu sais bien que je ne pense jamais. Je suis bien trop intelligent pour ça. Oui, enfin. Mais je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti d'un coup un besoin d'impossible. Est-ce qu'il est fou, Caligula, à nommer son cheval sénateur ou consul, à exterminer, à découper les poètes en rondelles quand ils n'aiment pas leurs vers, et à se conduire comme il le fait, à être sanguinaire, à éprouver un désir immense pour sa sœur? Bref, est-ce qu'il est fou, Caligula, ou est-ce qu'au contraire c'est un homme qui expérimente la difficulté d'être humain jusqu'à ses plus extrêmes limites? Il est excessif. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut le dire. Il est absolu, disons. Il est absolu. Il a cette force que pourrait avoir l'homme absurde. Celui qui, comme on le dit depuis le début, qui maintient sa logique, qui a la force de maintenir sa logique dans ses actions, mais jusqu'au bout. Pas juste d'être logique et juste de faire un constat, mais vraiment de partir de ce constat de l'absurde. Et là aussi, il vient de subir la mort de sa sœur, de son amante. Donc il a ce que
ce qui est pour Camus une des expériences les plus fortes pour se rendre compte de l'absurdité de Et il est dans le notre- déni de notre cette vie. expérience, puisque quand on lui dit « Mais Caius, tu es triste parce que tu as Oui, perdu ta il sœur », dit, non, il c'est dit, pas mais pas grand-chose. du tout, je m'en Peut-être fous. j'ai bien vécu ça, mais oui. C'est Mais ça. après, pour revenir sur est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il n'est pas fou, il le dit lui-même, c'est très raisonnable. Pour lui, c'est très raisonnable. Ça veut dire que ça suit une logique. Après, ce que dira Camus même lui-même de cette pièce de Caligula qui fait partie de la trilogie des œuvres absurdes, c'est que Caligula fait la plus grosse des erreurs humaines, c'est-à-dire de prendre la liberté comme une liberté absolue, c'est-à-dire expérimenter sa liberté comme je fais ce que je veux, où je veux, et tant que je n'ai pas de limite, vu que les choses sont absurdes, je peux faire tout ce que je veux. Il se prend pour la houle, elle continue tant qu'elle n'est pas arrêtée. Exactement. Or, pour Camus, l'homme absurde est celui qui se contente de ce constat de l'absurde. Il est celui qui ne va pas en abuser pour devenir un dictateur, ou il est juste celui qui se maintient sur cette arête très fébrile, vertigineuse, il dit Camus, et qui ne va pas faire ce leap of faith, ce pas dans la croyance, ou ce pas dans quelque chose qui serait radical. L'homme absurde est l'homme le plus humble et le plus honnête. Leap of faith, c'est le saut de la foi. Oui. On peut le comprendre de deux façons. Première façon, Caligula, si tu me décroches pas la lune, cette vie n'a aucun sens. C'est ça. Bon, donc je suspends mon bonheur, ma félicité et le sentiment Ce d'être qui est un chantage comblé, absolu, hein. chantage absolu, à l'obtention de la lune. Donc amène-moi la lune, sois sympa s'il te plaît, etc. Bon, première version du saut de la foi, c'est-à-dire Bien sûr. croire, en l'occurrence, que l'on peut décrocher la lune. Deuxième version du saut de la foi, accepter de marcher sur l'arête vertigineuse, Oui. sans chercher précisément à s'élever au 7e ciel ou bien à descendre dans les profondeurs, assumer tout simplement notre condition qui est celle de marcher sur une arête à mi-chemin du vide et de l'absolu. Oui, mais ce serait un saut qui n'en est pas un. Ce serait l'instant de déséquilibre avant de sauter et se maintenir juste dans ce déséquilibre. Ce que je veux dire, c'est est-ce que le saut de la foi, c'est pas tout simplement le fait de sortir de son lit le matin, en fait? Ça, c'est le courage. C'est le courage, Ouais. le courage quotidien. C'est le s'il n'y a pas de sens, il y a pas. Ce serait donner un sens de ne pas se lever. Dans tout le rapport à l'absurde, il y a ce paradoxe de. C'est pas parce qu'on fait le constat de l'absurde, et le mythe de Sisyphe l'explique très bien. C'est pas parce qu'on fait le constat de l'absurde qu'on ne va pas vivre. D'ailleurs, c'est la seule révolte que l'on peut avoir, c'est de vivre. Pour Camus, et le mythe de Sisyphe commence comme ça, il dit il n'y a jamais eu de problème en philosophie qui n'ait jamais été traité, qui soit aussi important que celui du suicide. Seul problème philosophique vraiment sérieux. Vraiment sérieux. Et Encore le une fois, suicide, sérieux. c'est logique. Exactement. Ma vie a du sens. Ah non, elle en a pas, donc je me tue. Et pour lui, c'est une fuite, comme croire en Dieu. Ce sont les deux fuites. C'est leap of faith. Ce sont ces pas vers la croyance. Et l'homme absurde, celui qui fait le constat de l'absurde, mais qui vit quand même. Sinon, c'est la résignation. En fait, ce qui est extraordinaire dans cette discussion que nous avons, et en réalité dans l'œuvre de Camus, c'est que tout l'enjeu, c'est de vivre malgré l'absence d'un treuil, Bien d'un sûr. horizon, d'une perspective, c'est-à-dire trouver ailleurs que dans une perspective ou dans un sens, la force de mettre un pied devant l'autre. C'est ça, c'est son propre maintien. Mais le maintien est certainement le concept le plus important chez Camus. Le maintien, se maintenir face au non-sens, se maintenir dans un déséquilibre. Et sans attendre que ça tombe du ciel, sans... Mais alors, est-ce que l'homme absurde, pour lui, c'est celui qui prétend résoudre l'absurde en injectant du sens, fût-ce par la dictature, par Oui. exemple? Injecter du sens, c'est une façon comme une autre de le faire, hein, et de prétendre qu'on en a la maîtrise. Ou est-ce que l'homme absurde, c'est celui qui approfondit l'absurde sans jamais chercher d'en sortir et qui, au bout du chemin, trouve la révolte qu'il n'a d'abord pas cherchée? Je pense que... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Parce je que comprends. dans le mythe de Sisyphe dont vous parlez, l'homme absurde, c'est Camus le célèbre, hein, c'est pas simplement... Ah bien sûr. L'homme absurde, c'est pas celui qui n'a pas de sens en lui-même. Au contraire, c'est l'homme qui va s'auto-constituer de cet absurde-là. Mais l'homme absurde est celui qui vit dans l'absurde et Camus utilise cette image des déserts de la pensée, dans cette aridité de la pensée où il n'y a pas d'aide. Et se maintenir là-dedans, ça c'est être l'homme absurde. En général, l'homme absurde est celui qui crée de manière plutôt humble. L'homme absurde est celui qui ne va pas chercher la gloire ou la reconnaissance, parce qu'il a pleinement conscience de la supercherie de ces choses-là. Après, l'homme absurde est aussi quelqu'un qui est très tourné vers l'humain. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va plaire à l'humain va être quelque chose qui va l'empathie est certainement quelque chose qui peut faire vivre l'homme absurde. On croit, dit Bergson, que les gens n'agissent que pour obtenir médailles et récompenses. Or, c'est une erreur profonde, ajoute le philosophe. On ne tient aux médailles et aux récompenses que dans l'exacte mesure où l'on n'est pas sûr d'avoir réussi. C'est assez camusien, ça, non? Bah, c'est totalement camusien. Totalement camusien. Merci à tous.
Avoir un plan de carrière n'empêche pas, à terme, de prendre sa retraite et d'attendre, bien habillé, que le téléphone sonne. Vivre dans l'espoir d'une vie au-delà de la vie n'empêche pas de mourir en se demandant pourquoi on est passé par là. Et mourir avec les honneurs n'empêche ni d'être oublié, ni de pourrir sous terre dans une boîte en bois. C'est dire que, sans savoir si la vie est absurde, nous savons au moins qu'il est absurde de lui donner un sens.